Boa tarde. Bem-vindos ao Teatro Maria Matos. Eu estava só mesmo à espera que as últimas pessoas entrassem. Nós hoje estamos aqui no segundo debate do Arquipélago Capital, uma parte do nosso grande ciclo Utopias que dedicamos a pensar a questão do capitalismo e a pensar se o capitalismo não é uma das utopias que foram e que neste momento estão em estado de serem mais realizadas. Já tivemos um debate sobre isto no início do mês e hoje temos connosco a Felwine Sarr, economista, filósofo, músico, que veio do Senegal hoje para nos falar também destas questões e para incitar e para abrir um debate que começará com o Felwine, se estenderá de seguida também aos artistas que estarão a partir da manhã, entre amanhã e sábado, a apresentar a peça, eu tenho de ler porque senão perco o nome, Diálogo Direto Kinshasa-Lisboa, uma peça que se interroga sobre, uma peça de Mónica Gintersdorfer e Knut Klassen, que se interroga sobre os objetivos do desenvolvimento durável que foram definidos pelas Nações Unidas para o continente africano, objetivos esses que, tal como um certo projeto capitalista que foi criado também para o continente africano, são objetivos que são, de certo, também criados como a partir de um ponto de vista exterior, a partir de um território exterior. E o que nós queríamos aqui era ativar também um debate a partir de um olhar e de pensamentos e de experiências e de práticas a partir do interior também do território ou dos territórios de África. Portanto, só para vos explicar um pouco como é que vai acontecer este debate, haverá uma primeira parte com uma comunicação do Felwine, depois eu vou convidar os atores e a Mónica e o Knut a virem também para aqui para o palco e depois abrimos o debate também à plateia. Só para apresentar um bocadinho melhor, mas muito brevemente, porque, enfim, a comunicação será a melhor apresentação. O Felwine Sarr, eu conheci o trabalho de Felwine quando encontrei um livro que se chama Afrotopias, um livro que foi publicado em 2016, onde se apresentam outras, e há um pensamento extremamente complexo e amplo sobre as relações entre economia, cultura, espiritualidade e as práticas e os modos de existência no território africano e que mostra também como é que estes modos de existência podem propor outras economias que de certa forma vão se contrapor àquilo que é um projeto exterior para aquele território. E é um pouco a partir também deste livro que o convidámos a falar hoje. Bom, esta discussão vai-se passar, eu vou mudar agora a língua, a discussão vai-se passar em francês, só que queria dizer que depois na altura do debate é possível fazer perguntas em português, porque temos as nossas tradutoras farão depois a tradução em francês para os participantes. Merci beaucoup, Felwine, d'être aujourd'hui avec nous. Et je vous donne la parole maintenant. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'être là à Lisbonne. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je viens au Portugal. J'étais déjà venu en 2013, donc dans une conférence à l'université. Et je suis très heureux de revenir pour échanger avec vous autour de la notion d'utopie. Et je suis également heureux de le faire à partir d'un point de vue et d'une perspective africaine.
Alors, en 2016, j'ai écrit un livre qui est intitulé Afrotopia. Donc, c'est un néologisme, Afrique et utopie. Donc, j'ai mis les deux mots ensemble. Alors, le projet de la réflexion est déjà indiqué dans le titre. C'était le projet de redessiner ou de réarticuler une utopie donc, que j'appelle africaine, bien que je sache que le continent africain est multiple, il est divers, et que l'Afrique est une entité, je dirais, symbolique en construction, et qu'il y a des Afriques. Mais au-delà de cette idée donc, d'avoir une entité symbolique que l'on articulerait, le projet du livre est parti d'abord d'un simple constat. Donc, lorsqu'on interroge l'objet Afrique, on se rend compte que l'Afrique, avec un grand A, est objet de discours depuis très très longtemps. On se rend compte que depuis peut-être l'Antiquité, il y a des discours qui sont produits sur l'Afrique. Et que de l'Antiquité à nos jours, on a une récurrence de discours différents qui arrivent. Donc il y a des modes. Et souvent, on est amené à nous positionner pour ou contre les formes de discours qui sont produites sur le continent. Donc, le continent africain a été généralement l'objet de discours et très peu il a été sujet de son propre discours. Et généralement, lorsqu'on observe même les discours produits par les Africains, son intelligentsia, c'est les discours qui reprennent ces productions, donc, je dirais, donc, théoriques, qui soit les acceptent ou les critiquent. Mais des productions que je dirais endogènes, en dehors de ces formes discursives, il y en a très peu. Alors, si on reprend l'histoire longue des discours produits sur le continent, on peut remonter déjà à l'Antiquité gréco-latine et romaine. Un auteur comme Pline l'Ancien donc, disait que de l'Afrique advient toujours quelque chose de nouveau. Donc, lorsqu'il écrivait son histoire naturelle et qu'il observait les espèces animales et qu'il essayait de faire une cartographie de toutes les espèces qui existaient, il trouvait qu'il y avait d'étranges espèces animales qui sortaient du continent africain. Au Moyen-Âge, avant le XVe siècle, l'Afrique est un continent qui est dit le continent des richesses et des mystères. Donc il y avait les deux dimensions. C'était un continent mystérieux. On ne comprenait pas trop ce qui s'y passait. Mais il y avait aussi un imaginaire de richesse. Cet imaginaire même de richesse, on le trouve dans la Bible. Lorsque la reine de Saba va rendre visite au roi Salomon, elle lui amène beaucoup de présents. Elle lui amène de l'or, du bois de santal, des épices. Et l'on estime que la région d'où elle vient, qui est autour de la Somalie, on en déduit que c'est une région qui devait être riche. Donc il y a cet imaginaire d'un continent riche et mystérieux qui existe, donc déjà à l'époque ancienne. En 1324, un empereur du Mali, du nom de Kankan Moussa, fait un pèlerinage à la Mecque. En partant à la Mecque, il s'arrête au Caire. Et en s'arrêtant au Caire, il distribue tellement d'or, donc dit-on, que le cours de l'or chute durant 10 ans jusqu'à Constantinople. Et donc ce roi-là est un roi extrêmement riche. Et les navigateurs portugais, dit-on, qui découvrent les côtes africaines autour du XVe siècle, semblerait-il, étaient à la recherche de ces côtes aurifères et de cette région d'où venait ce roi-là. Donc d'abord, leur premier port, c'est le port d'Arguin, au large de la Mauritanie. Et ils vont être dans une recherche ou une quête de l'or, avant bien sûr de découvrir donc, que Vasco da Gama donc, découvre le cap de Bonne-Espérance. Mais ce qui les a motivés, c'était de retrouver cet espace riche et ces champs aurifères. Donc jusqu'à la traite transatlantique, l'imaginaire est un imaginaire de richesse. Donc le continent est vu comme un espace riche. La traite transatlantique arrive. Ensuite, le fait colonial vers le 19e siècle et le discours sur le continent change. Pour justifier la prétendue mission civilisatrice, les philosophes européens, les penseurs, vont décrire un continent qui est un continent sans histoire, un continent sans civilisation. Donc on élabore de toutes pièces un discours autour de ce qu'on va appeler la table rase pour justifier le fait que l'on soit venu sur cette terre apporter les lumières et la civilisation. Donc le discours change et les esprits les plus même brillants
de l'Europe des Lumières céderont à ce discours-là, céderont au discours civilisateur et au discours, je dirais, donc, négatif sur le continent. Je pense que ce que l'on va appeler afro-pessimisme, je le date de cette époque. De mon point de vue, ça ne date pas des années 70 ou 80, ça date déjà du discours voilà, donc, sur la table rase. Les indépendances arrivent, il y a une sorte de vague d'optimisme, et les États africains recouvrent ce qu'on appelle une souveraineté internationale. Les États sont des États qui veulent être des États-providence, qui veulent développer, qui veulent créer de la richesse et de la prospérité et la partager. Les premières années des indépendances sont des années durant lesquelles les coûts des matières premières sont très élevés. Donc il y a une sorte de prospérité qui existe, les États s'endettent. Et au tournant des années 75-80, il y a des sécheresses sur le continent, les investissements n'ont pas été productifs, les pays africains commencent à connaître leur première crise de la dette, la croissance économique n'est pas au rendez-vous, et un discours donc, né, que l'on va qualifier d'afro-pessimisme, qui promet au continent des lendemains qui ne chantent pas, qui fait du continent un continent sans espoir, et toute une littérature va émerger autour de cela, des ouvrages, des articles de presse. Et le continent est vu à travers ces crises, ces guerres, ces difficultés, et tout l'imaginaire, toutes les représentations qui sont élaborées autour de lui empruntent à cette vision sombre et négative. Et ce discours va être le principal discours sur le continent, mais vraiment le principal, à la faveur de toutes les convulsions et toutes les crises dont le continent va faire l'expérience. Lorsque la pandémie du sida arrive, certains analystes ont même prophétisé et prévu l'extinction du continent, en se disant, bon, si le continent disparaissait, ça ne changerait pas grand-chose à la marche du monde. D'ailleurs, il représente 1% du commerce international, sa démographie n'est pas si importante que ça, donc ça ne changerait pas grand-chose. Et l'objet continent a été traité avec une violence symbolique extrême durant cette décennie-là. Et bizarrement, au tournant des années 2005-2010, le discours change. On est dans ce qu'on appelle, en anglais, dit Africa Rising, une sorte d'afro-optimisme. Donc l'Afrique est le continent du futur, le capitalisme global où l'Afrique est devenue la nouvelle frontière de l'économie. Les taux de croissance des économies africaines sont bons. On en a des taux de croissance à 2 chiffres. En 2008, sur les 10 pays qui ont les taux de croissance les plus élevés au monde, 8 pays sont des pays africains. Et cette croissance, elle date du milieu des années 90 et elle semble s'installer dans la durée. Du milieu des années 90 à nos jours, on a à peu près une vingtaine d'années où, pendant qu'il y a une sorte de récession en Europe occidentale, les BRICS, bien sûr, sont en croissance. Le continent semble faire l'expérience d'une croissance à long terme, durable. Bien qu'ils viennent de loin, mais ça semble être une tendance lourde. Ajouté à cela, le continent est un espace vaste qui a 6/10 des terres arables non exploitées, qui a 1/3 de toutes les ressources minières naturelles existantes et qui a une démographie qui est importante. Les projections font de lui le continent qui sera le plus peuplé dans 50 ans. Dans 35 ans, en 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains. En 2100, il y aura 4 milliards d'Africains. Et la proportion d'individus la plus importante, âgés entre 15 et 45 ans, sera africaine. Ça veut dire que la force vive de l'humanité sera africaine. Donc lorsqu'on prend tous ces éléments-là et qu'on les met ensemble et qu'on les combine, ça justifie, et puis la disponibilité des matières premières, ça justifie un discours court qui change, un discours sur l'essor économique d'un continent à venir. Alors, lorsqu'on écoute ces discours, on peut être tenté par une sorte de... les Africains peuvent être tentés par un sentiment de fierté ou de je ne sais quoi d'autre, en disant, enfin, là, il y a un discours qui est quand même constructif sur le continent. On sort des discours alarmistes et il y a un discours qui semble dire que l'avenir se jouera ici, surtout d'un point de vue économique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un discours exclusivement économique. C'est un discours qui ne dit pas autre chose, des autres dimensions de la vie humaine. Alors, ce que je dis, c'est que ces deux discours, l'afro-pessimisme ou l'afro-euphorie, sont les deux faces d'une même pièce. C'est qu'en fond, ce sont des discours qui se fondent sur l'affect, sur une construction de représentation. C'est des discours qui ont pour
point principal, l'économisme. La grille de lecture, c'est la quantité de richesse que l'on produit. D'un côté, il y a eu un discours dépréciatif, et de l'autre, il y a eu un discours flatteur. Mais en fait, la question fondamentale, pour moi, elle n'est pas là. Elle est d'abord d'être le sujet de la construction de ses propres représentations, d'être celui qui produit des discours sur soi-même, celui qui prend la parole. Pas d'être dans une position où on absorbe des propositions donc, rhétoriques qui existent sur le continent et on se détermine relativement à ces propositions rhétoriques. Pour moi, le propos, ce n'est ni d'être afro-pessimiste ou être afro-optimiste, c'est tout simplement d'être en mesure de regarder un réel qui est en train de se faire, donc de le regarder avec les yeux d'une grande lucidité, donc d'enlever les différentes lunettes, donc d'essayer d'avoir une lecture très critique, mais dans le sens, une lecture fine des dynamiques sociétales, culturelles, économiques qui sont en cours. Donc ça, c'est absolument important pour des chercheurs en sciences sociales et humaines, essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui sont en train de se jouer dans un temps présent. Et secondo, être en mesure d'élaborer ce que j'appelle les métaphores de ses propres futurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en plus d'être l'objet de discours, donc le continent est l'objet de discours depuis de longs siècles, mais le continent africain est aussi sous ce que j'appelle injonction civilisationnelle. Donc on lui dit qu'il n'est pas assez démocrate, qu'il n'est pas assez développé, qu'il n'est pas assez entré dans la modernité. Donc la modernité, le développement économique, la démocratie sont trois notions téléologiques, donc des finalités que les groupes humains ou que les sociétés doivent atteindre. Et ces téléologies sont accolées au continent comme des finalités. Et la marche des sociétés africaines, elle est déterminée par ces téléologies-là. Lorsque vous allumez votre poste de télévision à 20h dans n'importe quelle nation africaine, je vous mets au défi de dénombrer le nombre de fois où vous allez entendre le terme développement au journal du 20h. Il y a des projets de développement, il y a une tentative, il y a des institutions. Et c'est devenu le maître mot, le mot valise. Toutes les aspirations vertueuses des humains, des sociétés sont encloses dans ce terme-là. Et ce que j'essaie de dire dans Afrotopia, c'est que déjà, délocaliser le discours sur le continent dans le futur, dire que l'Afrique est le futur, c'est dire qu'en fait, qu'il n'est pas le présent. C'est dire que sa présence au temps présent est lacunaire et déficitaire. C'est continuer à lui nier une pleine présence dans le temps actuel. Ou dire que la modalité dans laquelle le continent s'inscrit dans le présent est une modalité donc déficiente. Ça, c'est une première remarque. La seconde remarque sur ces discours-là, c'est que le critère est un critère purement statistique économiciste. Tout ce qu'on regarde, c'est une forme d'économicité qui peut être traduite ou quantifiée à travers des indicateurs classiques que l'on connaît, le PIB, le produit intérieur brut, le produit national brut, la quantité de richesse produite chaque année. Alors, c'est des indicateurs qui, comme leur nom l'indique, indiquent un certain nombre de choses, mais qui ne disent pas tout, qui disent ce qu'elles sont. Elles ne disent même pas assez ce qu'elles sont censées dire. Il y a une critique très sérieuse de la part des économistes sur les limites de ces indicateurs-là, mais elles ont le grand défaut de réduire l'aventure sociétale et les dimensions de la vie humaine à leur part économique, comme si la vie n'avait de sens que dans cet espace-là. Des sociétés qui ont des richesses culturelles, civilisationnelles, spirituelles, relationnelles, importantes, qui ont articulé un vivre ensemble sur la longue durée, qui ont produit de la résilience, qui ont produit des innovations sociétales extraordinaires, des sociétés qui sont nées sur le plus vieux continent du monde. Donc je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on dit que l'Europe est le vieux continent. Je pense que c'est par rapport aux Amériques, mais le continent africain est le plus vieux continent du monde. Donc la vie humaine y est depuis très longtemps. Les premières formations sociales et les civilisations humaines y sont nées. Donc ça veut dire que c'est un continent qui a expérimenté la vie humaine dans ce qu'elle a de plus riche et de plus complexe, des bases et des sommets. Toutes ces richesses-là qui sont là, puisqu'elles ne sont pas indiquées, puisqu'elles ne sont pas synthétisées dans des indicateurs, puisqu'elles ne rentrent pas dans une taxonomie qui est valorisée, ne comptent pas. Et les Africains, on arrive à se regarder à travers la petite lorgnette de l'économisme et arrivent à se considérer comme les derniers de la classe, puisqu'on leur dit qu'ils ne sont pas assez ceci, ils ne sont pas assez cela. Il y a toute une
terminologie du manque, tout un discours de l'économie du manque. Au lieu de voir ce qu'ils ont, on continue à les définir à travers ce qu'ils n'ont pas et que les autres ont. Et puis on passe le temps à comparer les aventures sociétales, comme si les aventures sociétales étaient comparables dans les mêmes termes, alors qu'elles sont incommensurables. C'est-à-dire que ce sont des aventures singulières qui s'inscrivent dans l'histoire et les mêmes conditions ne produisent pas les mêmes effets puisque c'est des aventures sociétales. Nous ne sommes pas dans un laboratoire de chimie où la même expérience produit le même résultat. Nous sommes dans l'histoire des sociétés humaines. Et du coup, quand on a un discours sur le continent, on a un discours exclusivement lié au développement économique, à la modernité et à la démocratie. Voilà. Ce sont les trois injonctions. Alors qu'il me semble que la question fondamentale, en fait, elle n'est pas celle-là. La question fondamentale est d'abord d'avoir une lecture de sa réalité qui redonne le primat à l'être par rapport à l'avoir, une lecture qui se fonde sur son propre régime d'historicité, mais surtout être en mesure de réfléchir et de se dire quel type de société, quel type de vivre ensemble, quel type de mutualité nous souhaitons articuler. Donc pour moi, c'est ça la question fondamentale. Que signifie bien vivre et bien vivre ensemble? Et dans ce bien vivre-là, comment on articule l'ordre économique, l'ordre culturel, l'ordre écologique, l'ordre social, les ordres des sens et des finalités et les ordres des moyens? Et quels sont les équilibres que nous articulons? Et il me semble que c'est ça la proposition fondamentale à faire. C'est une réflexion sur un projet civilisationnel. Quel type de civilisation nous voulons co-construire? Et si on y réfléchit, et si les peuples sont convoqués, parce qu'il ne faut pas aussi réfléchir à la place des gens, à une réflexion sur leur devenir, sur ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, sur quelle est leur échelle de valeur, sur qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant. Ensuite, on peut avoir une réflexion sur les ordres techniques, sur les moyens. Voici les finalités sociétales que nous avons adoptées comme étant des finalités. Donc, pour prendre le projet de Frantz Fanon, des finalités qui nous font monter en humanité. Donc c'est la question de que fait-on de l'aventure humaine à ce stade-là. Et une fois que cette réflexion-là, elle est engagée et qu'elle engage tout le monde, on a les ordres, on a l'économie, on a la biologie, on a énormément de moyens qui sont là. Et que cette réflexion-là, elle engage un renouvellement dans les formes que prennent toutes les institutions sociales, toutes les formes d'organisation du politique, de l'économique, et que cette réflexion donc fait appel à ce que j'appelle de l'utopie ou une afrotopia, pas comme une douce rêverie, parce que c'est un terme qui est déprécié des fois. Lorsqu'on dit d'une proposition qu'elle est utopique, on sous-entend qu'elle ne se réalisera pas, et qu'elle est dans un espace un peu flottant, alors que les sociétés ont besoin d'espaces dans lesquels elles se reproduisent. Et ces espaces sont des espaces imaginaires. Lorsque le réel semble bloqué, donc entravé, lorsque nous sommes dans une dystopie, il me semble que nous sommes dans une dystopie, une société en crise, une crise multiforme, l'utopie est cet espace du réel qui est en attente, qui est là, et qui attend juste d'être fécondé pour le faire advenir dans le temps présent. Alors la réalité que nous avons devant nos yeux, c'est une occurrence du réel, mais le réel est gros de plusieurs potentialités. Et les utopies sont fondamentales puisqu'elles offrent des voies de sortie à des processus sociétaux qui semblent être sans issue. Et probablement l'une des puissances du capitalisme néolibéral dans sa version extrême telle que nous le vivons, c'est d'avoir investi les imaginaires et de nous avoir convaincus que les alternatives et que les autres options étaient impossibles, qu'elles n'existaient pas. Alors que si on regarde l'histoire de ce capitalisme néolibéral, c'est une forme d'économicité qui est née à un moment donné, après le Moyen-Âge, autour du 15e, 16e siècle, qui, comme toutes les formes de production sociétale, grandit, atteint son acmé, décroît et périra. Il y a déjà des économistes qui réfléchissent sur le post-capitalisme. Il y a déjà des travaux sérieux, puisqu'on est convaincu que c'est une occurrence, c'est une forme que l'histoire a livrée, qui durera son temps et qui cédera la place à d'autres formes. Avant cette forme-là, les hommes ont trouvé des moyens d'organiser la production, l'échange, de tout temps. Et ont trouvé des moyens de répondre à leurs besoins sociétaux. Alors, le projet de répondre à un besoin sociétal, à des besoins fondamentaux d'une société, c'est un projet qui est universel, toutes les sociétés l'ont. Les modalités de réponse sont des modalités qui sont plurielles. Certaines sont des modalités que l'histoire a livrées dans des contextes donnés. On peut s'en inspirer,
Mais il n'est pas dit qu'il y ait une seule forme de réponse qui soit la seule qui est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est ça la grande force du discours extrême néolibéral, c'est de nous convaincre que c'est la forme optimale, que c'est la forme ultime et que c'est la seule forme. Et puisque dans le réel, nous ne voyons pas, ou que nous voyons mal, et même ce n'est même pas exact, parce que si on observe les sociétés à travers ce qu'elles nous disent d'elles-mêmes, les sociétés africaines, si on regarde les formes d'économicité, l'économie dite informelle, ou ces économies populaires qui sont fondées sur des sociocultures, on se rend compte qu'il y a des formes d'économicité autres qui sont inventées, que les individus inventent dans leur vie de tous les jours, des économies circulaires, des économies relationnelles, des moyens de faire face à leurs difficultés, et que ces formes-là sont là, et qu'elles apportent des réponses au quotidien, sauf qu'elles ne sont pas systématisées, elles ne sont pas théorisées, et au lieu de les regarder telles qu'elles sont, on les regarde telles qu'elles devraient être. D'ailleurs, même la manière de nommer les choses est très importante. Ces économies-là, on les appelle économies informelles. On les désigne en négatif par rapport à une économie formelle qui serait le standard, et elles, on les appelle des économies non formelles, au lieu de voir que c'est des économies populaires qui sont fondées sur une socioculture. D'ailleurs, elles ne sont pas informelles, elles sont très formalisées, sauf que le formalisme est différent. Quand quelqu'un engage sa parole vis-à-vis de vous et que la parole se fonde sur de la confiance et que c'est une garantie et que vous n'avez pas besoin de signer un contrat pour une transaction parce que vous savez que la parole sera respectée. Je suis un commerçant mouride, je vais à New York et arrivant à New York, la communauté sur place va me donner de la marchandise et elle va être remboursée au Sénégal par des amis à moi. C'est le contrat de parole qui fait office de contrat et les deux parties sont rémunérées sans risque. Et ça, c'est de la formalisation extrême parce que les codes sociaux, la relation qui a été fondée, le capital de confiance et le capital social est une valeur sur laquelle cette économie matérielle, elle se fonde. C'est extrêmement formalisé. Mais puisqu'elle n'est pas formalisée dans des formes données, on l'appelle économie informelle. Et si on regarde aussi nos sociétés dans tous les aspects, les formes de production, de la légitimité politique, on a des sociétés qui sont duales, où le corps social produit une histoire qui est issue de sa propre historicité, et des formes de régulation du social issues de son histoire longue, et des institutions qui sont greffées. Donc la synthèse, elle est en train de s'opérer, mais elle prend du temps, mais qui sont disjointes de ce que les corps sociaux produisent en relation avec leur histoire longue. Et nous sommes dans ce temps-là où il y a une tentative d'hybridation, mais qui prend du temps. Puisque justement, la doxa qui est vendue, c'est de revêtir des formes qui ont été produites par d'autres groupes sociaux. Ce qu'on appelle du développement, ce n'est pas du développement, c'est de l'enveloppement. Je veux dire, on développe ce qui est déjà là, ce qui est latent. Développer, c'est prendre un élément de son potentiel et l'amener à son plus haut niveau. Donc on ne développe pas ce que l'on n'a pas. C'est passer de la potentiel à l'actus. Vous ne développez pas ce que vous n'avez pas, vous développez ce que vous avez. Et si on reprend ce terme étymologiquement, on développe des caractéristiques qui nous sont propres. Alors, je vais terminer là-dessus. Lorsque je tiens ce discours, il y a rapidement une objection qui m'est faite, une sorte de piège intellectuel dans lequel je refuse d'entrer. C'est un discours sur l'autonomie et sur la production de formes endogènes et de formes qui sont issues de son histoire propre. Alors, je précise que l'autonomie, c'est la faculté de choisir par soi-même dans les différentes options qui s'offrent à soi. L'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. L'autonomie, ça ne veut pas dire on se renferme et on n'articule rien avec les autres. Mais ça veut dire dans ce que le monde m'offre, je choisis les éléments que j'articule. Et bien évidemment, toutes les civilisations qui ont été rayonnantes, et ça c'est une constante de l'histoire humaine, c'est des civilisations qui ont su articuler de manière harmonieuse les mondes complémentaires qui s'offraient à elles. Donc les hommes ont toujours emprunté intelligemment aux autres, sans trop se poser de questions, à condition que l'emprunt soit intéressant et fécond. Donc la question, ce n'est pas de dire qu'il faut rester dans une forme autochtone, indigéniste de production. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de dire que les sociétés ont leur régime d'historicité, qu'elles produisent du sens de tout temps, elles produisent des catégories, et on ne peut pas faire l'histoire contre les sociétés, contre la dynamique propre des sociétés. Aucune société ne fait une histoire qui n'est pas sa propre histoire. Et que fondamentalement, c'est une question d'utopie et de reprendre l'initiative théorique, de repenser le modèle social global
c'est pour moi une question africaine, puisqu'il y a une urgence, puisqu'il y a des défis qu'il faut relever. Mais pour moi, c'est une question aussi globale. Ce n'est pas qu'une question africaine. J'ai le sentiment que ces questions-là, elles se posent avec une grande acuité sur le continent, vu les défis importants qui sont les nôtres, mais elles se posent aussi dans les autres espaces du monde, où on est devant un système qui s'épuise, qui s'essouffle, et qui a perdu sa capacité de nous proposer des buts qui nous mobilisent, qui a perdu sa capacité de nous proposer des utopies qui nous engagent. Et la mauvaise qualité du débat politique dans l'espace européen, la manière dont on gère les questions de solidarité, la manière dont on gère les migrants, les questions liées à la xénophobie, à l'enfermement sur soi, toute cette expression-là dit la dystopie, dit l'absence d'utopie réelle. Et je pense que du continent, on peut indiquer des solutions et on peut indiquer des voies qui sont utiles bien sûr pour les milliards d'Africains, mais utiles aussi pour tous nos semblables au visage de glaise. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Felwine. Et j'invite aussi maintenant Monica Ginsedorfer, Rodo, je dois lire, pardon. Donc j'invite les autres participants de ce débat à nous rejoindre. Je fais tout de suite la présentation. Merci beaucoup aussi pour reprendre aussi cet usage et la valeur d'usage de l'utopie qu'on est en train de discuter tout au long des derniers mois. Et je vais essayer maintenant de faire une connexion aussi avant de donner aussi la parole au public, de créer ici des résonances entre le travail que vous êtes en train de faire et ce que tu viens de présenter ici. Je vais pas faire la résumé, je crois que c'est pas nécessaire, mais peut-être je vais seulement souligner ici cette première proposition que c'est de transformer Africa, de faire de façon à qu'elle devienne un sujet de discours et pas un objet de discours. On peut aussi pour contrecarrer tous ces discours de manque qui nient aussi la valeur de ce qui est là déjà et qui nient le présent actuel. Il y a aussi cette idée de développement comme enveloppement avec quelque chose d'extérieur, avec des projets extérieurs. Et ça, c'est peut-être un pont direct avec ce que Monica Gintersdorfer, qui je vais faire une présentation très vite, et je dois vraiment lire, Rockwodo, Dada Gaindo et Auk Hellman, qui sont les artistes qui sont aussi en train de faire ce travail, qui sera présenté dès demain ici au théâtre, et qui part aussi de ces projets de développement, ces objectifs de développement durable qui ont été aussi conçus et désignés pour l'Afrique, pour les Nations Unies. Donc, peut-être ma question pour large, c'est aussi peut-être vous demander aussi de parler un peu sur aussi ce que vous venez d'écouter et comment vous êtes en train d'entrer en rapport dans votre travail en tant qu'artiste avec cet peut-être enveloppement dont Felwine a parlé à Messinet. Je peux vous donner, il y a ici on doit partager. Je ne sais pas qui va commencer. D'accord. Alors, de se confronter à la Millennium Development Goals, qui étaient
fixé par l'ONU. C'était une proposition de ce théâtre ici. Ça veut dire que ce n'est pas venu dans nos têtes comme ça, mais Marc de ce théâtre a nous dit, comme le type de travail que vous faites, ça pouvait être intéressant si vous allez vous confronter avec cette plan de l'ONU. Bon, nous d'abord on était un peu étonnés parce qu'on peut dire que on n'a pas un rapport proche avec l'ONU. On n'est pas amis des personnes qui travaillent là-bas, on n'a pas une information plus spéciale que chacun de vous peut avoir sur l'ONU. On est dehors de ce système. Mais on dit, ça va être difficile pour nous d'évaluer comment ce travail, ça s'est vraiment passé. Mais ça qu'on peut faire peut-être, et comme, je ne sais pas, pour être en bref, il avait comme 8 différents objectifs sur des nécessités bases de la humanité qui étaient formulées dans cet agenda, et universel et mondial qui devrait être achevé dans 10 à 15 années. Et voilà, on s'est dit, bon, nous, on ne peut pas évaluer dans quel degré ça s'était achevé, ça n'était pas achevé, etc. Mais on peut confronter cette vision qui était beaucoup universelle et générale avec une vision qui est spécifique, basée sur les expériences que des individus ont vécues dans ces 10 à 15 années et qui n'y sont pas parce que les points que l'ONU donne sont très isolés. Par exemple, combattre la mortalité des enfants à la naissance. C'est un point comme ça, mais après, il n'y a pas beaucoup plus d'explications dans quel contexte ça se passe, dans quel endroit ça se passe, avec qui ça se passe, dans quelle situation politique, il n'y a rien. C'est totalement comme universel. Alors, pour confronter cette vision qui est tellement universelle et globale, on a dit on peut se baser sur des expériences des individus qui sont prêts de aussi considérer toutes les circonstances de la vie, de eux-mêmes, de leurs amis, de leur famille, des collègues artistes, de la situation politique, de la situation dans la musique, de la situation climatique, de la situation économique. Ça veut dire qu'il ne va pas isoler des points comme ça, mais essayer de les lier et être personnel. Ça veut dire, ça que je dis, je sais que j'ai vu ça et je ne peux pas dire plus, parce que c'est un peu comme le contraire. Quand vous lisez le rapport, vous allez avoir beaucoup de chiffres que l'ONU donne, mais c'est difficile de savoir dans quel contexte, dans quelle situation politique, dans quelle situation spirituelle, dans quelle situation, etc., ça s'est passé. Ça veut dire ça qu'on essaye et de faire comme une contre-vision de 15 années ou 10 années et l'endroit qu'on a choisi parce qu'on voulait bien travailler avec des artistes qu'on a connus à Kinshasa, plus notre équipe qui est allemand-ivoirien, c'était de faire le travail surtout à Kinshasa. Peut-être vous pouvez aussi donner votre avis sur cette question de la façon dont vous voyez votre pratique aussi par rapport à ces sujets plus larges. Ok, merci beaucoup. C'est Roch Bodo, artiste comédien congolais. Bon, il faut dire que Monica, on a fait connaissance, je crois, ça doit faire 2 ans, 3 ans. 2 ans, on s'est connus il y a 2 ans. Elle avait une production à Kinshasa et il y a un artiste qui manquait. Et du coup, on lui a recommandé ma personne. Et du coup, cette première rencontre a apporté des fruits. Tous les amis sont tombés amoureux de moi et c'est ainsi qu'ils m'ont embarqué dans cette aventure que je m'applique avec eux avec beaucoup de plaisir.
Alors, vraiment, je suis très content de l'exposé de mon frère Felwine Sarr. Parce que, bon, quand on a vu dans les annonces, il y a des gens qui nous disaient vous serez à l'exposition de Felwine. Et non, chez nous, les Africains, le son ouais, c'est ouais, donc Felwine. Alors, je suis très content parce que ça rencontre pratiquement nos préoccupations dans ce projet. Parce que quand Monica est venue nous faire cette proposition de création, c'est-à-dire parler des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, nous, en tant que Quinois, en tant que Congolais, on s'est posé des questions par rapport aux statistiques, par rapport aux chiffres. Nous, on se dit, mais ici, par exemple, au Congo, ils sont allés quantifier ça où et à quel moment? Parce que quand on dit qu'il y a croissance par rapport à ces objectifs, nous, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Et même, bon, il y a une comédie, bon, moi j'appelle ça comédie. Il y a quelques années, dans notre pays, il y a un Premier ministre qui venait de sortir. Il était réputé pour être un économiste comme Alouine, comme Felwine. Et lui, on l'appelait vraiment Monsieur Macroéconomie. C'était vraiment un bon élève de tout ce que vous connaissez comme institution financière internationale, Banque mondiale, Fonds monétaire international. C'était un très bon élève. Il était mieux coté. Et pour prouver qu'il est mieux coté, il a fait croire à tout le monde, partout dans le monde, que non, le Congo le taux de croissance du Congo a augmenté, je crois, de 8%. Et nous, on s'est demandé, c'est quel Congo? Ça a augmenté où? Par quel miracle? Parce que nous, on ne le sent pas. Parce que nous sommes Congolais. C'est nous qui le dirigent, c'est nous qui sommes dirigés. Bon, c'est-à-dire, c'est une sorte d'utopie ou c'est une sorte de pays parallèle à nous? On ne comprend pas. C'est pourquoi non, on était vraiment très, très ravis de ce projet, de faire une sorte d'évaluation. Parce que c'est comme si ces objectifs-là ne sont pas conçus pour nous. Je suis congolais de Kinshasa. Comme vous savez, le Congo, c'est parmi les pays africains où il y a beaucoup de guerres civiles et tout. Et par rapport à ça, nous avons... les Nations Unies est venue, parce que les Nations Unies est là pour aider les gens. Ils sont venus nous aider. Et au Congo, nous avons le système de défense le plus coûteux au monde. Et dans la région où il y a ces guerres, où on viole les femmes, où on tue les gens, où on embarque des petits-enfants pour devenir militaires, pour aller extraire les coltans. Donc, ces guerres-là sont provoquées à cause de ça. Donc, tous les téléphones que vous voyez là, tous les téléphones que vous avez, ce sont les sangs de nos enfants, ce sont nos sangs. Donc, pour avoir ça, il y a eu des morts. Et l'ONU est venue nous aider pour arrêter ces morts. Et depuis que l'ONU est là, les morts ne s'arrêtent jamais. Et là où il y a beaucoup plus de morts, à l'est du Congo, c'est là où il y a le gros du contingent de l'ONU. Mais ils sont là, ils observent. Peut-être pour eux, c'est une belle distraction, voir les gens, les Congolais s'entretuer, et puis les autres, les étrangers, les Américains, les Européens, les Chinois, en profiter de cette guerre pour extraire les coltans, les cobaltes, pour venir vous fabriquer les téléphones que vous utilisez avec plaisir. C'est pourquoi on se dit, ben, nous vivons dans quel monde? Ces systèmes-là sont conçus pour nous? On ne comprend pas. Voilà un peu ce que nous allons traiter dans ce projet, que nous allons commencer à vous présenter, je crois, demain ou après-demain, avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci bien. Bonsoir. Dada Kaindo,
de Kinshasa. Pour parler un peu de comment je me retrouve dans le projet, au fait, Monica et moi, nous nous sommes rencontrés à Kinshasa toujours. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, j'étais toujours comédienne, c'est vrai, mais là, j'ai reçu au fait le spectacle qu'elle a amené avec les artistes ivoiriens. Et après le spectacle, on s'est retrouvés en train de discuter sur les arts, sur beaucoup de choses, et notamment sur la question de la femme congolaise, impact de la femme congolaise, comment elle voit son développement au Congo, comment on a cherché en fait à discuter, trouver un peu le point commun de la femme européenne et la femme africaine. Et c'est là où est partie cette discussion, elle et moi. Et puis après, on s'est dit peut-être qu'on se retrouvera un jour sur un même projet, dans un même projet. Et voilà, et ce projet sur les objectifs du millénaire, sur le développement. Alors on s'est retrouvés sur ça, parce que ça fait partie quand même du 3e point, je pense. L'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme. Et donc voilà, on s'est retrouvés sur ce projet. Je me suis dit, bon voilà, c'est intéressant. Voilà, on trouve finalement un point commun sur lesquels on va travailler. Donc voilà comment je me suis retrouvée un peu dans ce projet avec Monica. Et pour rejoindre un peu les autres sur le lien qu'il y a entre notre travail et le travail de Felowin. C'est pas un nom africain, ça. Ça fait un peu anglophone, Selowin. Selowin quoi? Selowin Sarr. C'est pas africain, ça. Et donc voilà, il y a beaucoup de points, beaucoup d'éléments, pardon, qui je trouve vraiment qui ont un lien avec ce que nous développons un peu dans le travail. Je parlerai juste sur la question de l'éducation, où selon les Nations Unies, ils disent voilà, le taux de l'éducation est assez bas en Afrique subsaharienne. On se demande de quelle éducation de quelle éducation on parle. Est-ce l'éducation proposée par la colonisation, ou de quelle éducation, sur base de quoi est-ce qu'ils font ces statistiques de l'éducation? Est-ce que un père qui initie son enfant sur la pratique de l'élevage en Afrique, ça c'est pas l'éducation? Sur base de quoi est-ce qu'ils font ces statistiques? Je crois que c'était un plaisir pour moi personnellement de retrouver ces éléments, et ces éléments dans le texte de Felowin. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un nom africain, parce que c'est difficile à retenir. C'est comme les Blancs aussi ont difficile. Vous avez vu comme la modératrice a du mal à prononcer Kaindo. Si Felowin est compliqué pour toi, tu dis seulement Sarr. Sarr, ah voilà. Et donc voilà, il y a beaucoup d'éléments sur même le mot développement, qui est un mot, je ne sais même pas comment est-ce que le fils de la langue Molière peuvent nous expliquer c'est quoi le développement. Comme dans la pièce qu'on a jouée il n'y a pas longtemps, c'était d'abord la colonisation, la civilisation, le développement, la mondialisation. C'est toujours des mots chaque fois qu'on nous apporte qui des fois on trouve qui ont des définitions qu'on ne comprend pas exactement. Sur base de quoi est-ce qu'on dit qu'on est développé, sur base de c'est quel élément? Je parle des études de l'éducation. Est-ce que, comme j'ai dit, le père ou un père qui montre la pratique de l'élevage ou je sais pas moi, je parlerai seulement de l'élevage. Est-ce que sur base de ça, est-ce que ça aussi ce n'est pas de l'éducation? Est-ce qu'on doit évaluer en fonction de l'éducation qui nous a été proposée par la colonisation? Est-ce que c'est sur ça qu'on nous évalue?
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points qui nous relient, qui relient le travail que nous faisons et le travail de Sarr. D'accord, voilà, merci. Merci. Peut-être... J'ajouterai un peu, excusez-moi, toujours sur l'éducation, et peut-être que tu ne le sais pas, ça fait quelque temps que je me base sur ce concept de, voilà, que jusqu'aujourd'hui on est en train de le subir sur la question de la langue, où on réfléchit dans une langue qui n'est pas la nôtre. Ça fait double réflexion. Je pense que si aujourd'hui on expliquait la mathématique en Wolof à nos enfants, je pense que ça serait encore... il y aura beaucoup de génies en Afrique. Je crois que il y a beaucoup de points, si je ne veux pas m'éterniser un peu sur ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous relient un peu avec le travail de Sarr. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Hauke Heumann. Je suis un acteur allemand et je fais partie de l'équipe de Monika et Knut, peut-être depuis 10 ans. Et je fais aussi souvent la traduction sur le podium en live. Je pense aussi ici du français, pas maintenant, mais dans la pièce, du français ici en anglais, mais en Allemagne aussi beaucoup en allemand. Et pour moi, c'est aussi une rencontre très intéressante avec Felwine. C'est bien dit ça? Parce que j'ai déjà douté ce rapport de l'ONU. Déjà au Congo, on a présenté un petit extrait, un petit essai de ce sujet, et c'était à moi d'expliquer maintenant ce but, objectif du développement mondial de l'ONU là-bas, hein, et déjà de répéter les mots de l'ONU qu'ils utilisent dans ce rapport de leur État et les pays en développement, de répéter les mots là-bas, ça crée beaucoup de la honte. Et j'ai douté déjà que ce sont les expressions neutrales ou universelles. Et ça m'a encore encouragé le texte de Felwine, de voir, c'est vraiment une construction, et maintenant j'ai oublié le mot, idéologique, de croire que ce sont des valeurs neutrales, et aussi que ça manque, comment ils vont, avec quelles mesures ils ont mis ça en place, parce que ce rapport de 2015, ça donne déjà le résultat, comment ça a bien marché, cet effort de l'ONU, comme ça, déjà réduit la pauvreté extrême dans le monde, la mortalité des enfants, la égalité de sexe, et tout ça. Mais avec quels moyens, dans quelle situation politique, avec quels moyens réels dans le monde, ça manque complètement. Et ça crée le doute, un peu. Merci bien. Je crois, Felwine, qu'ici on a, si je peux synthétiser, on a quelques exemples aussi de cet enveloppement qui est en train de se passer par rapport à l'éducation, à l'annonce d'une croissance économique qui n'est pas vraiment sentie par les personnes. On doit parler de ça. L'usage de la langue aussi, c'est une histoire avec des siècles aussi. Je ne sais pas si tu peux revenir un peu sur ces questions ou d'autres qui ont été dites. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que, oui, effectivement, il y a une tentative, je dirais, technocratique de définir un certain nombre de buts qui sont censés être des buts que l'on dit être des buts valorisables par tout le monde. Et le terme universel est très problématique. Je veux dire, il devrait y avoir de l'universel, parce que les hommes sont des hommes et on partage la même condition humaine. Mais souvent, c'est un concept qui est utilisé d'un point de vue idéologique, puisqu'on prend les conceptions d'une culture, un visage de l'expérience humaine, une forme, que l'on étend au monde et que l'on dit universel. Et l'universel, en fait, le vrai, c'est un universel qui est riche de tous les particuliers. Si sur le plan de l'éducation, justement, on intégrait toutes les formes d'éducation, puisqu'effectivement, il y a une éducation formelle à l'école dans une certaine forme, mais toutes les sociétés transmettent un capital culturel
cognitif, intellectuel, sinon les sociétés ne survivent pas. Donc les sociétés éduquent, sinon il n'y aurait pas de société. Et tout le capital qui est transmis à travers donc l'élevage, c'est un chantier école. Il y a énormément de formes d'éducation. Ces formes-là n'entrent pas dans les critères des OMD, puisque c'est un type d'éducation qui est non seulement valorisé, que ça c'est important, je veux dire, et qui est, je dirais, comptabilisé avec des formes spécifiques. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les individus ont une sorte de disjonction entre le réel qu'ils vivent et ce que les catégories conceptuelles en disent. On dit de vous que vous avez 8% de croissance, vous ne le sentez pas. On dit de vous que vous avez un taux d'éducation bas, vous vous rendez compte que tout le monde dans la communauté elle est éduquée et instruite et que les gens ont des connaissances pour évoluer dans leur environnement, pour répondre à leurs besoins. Et c'est une expérience que vous faites, mais lorsque vous vous voyez dans le miroir des statistiques, vous sentez qu'il y a un hiatus entre ce que l'on dit de vous et l'expérience que vous faites de la vie. Et ça, je pense que c'est une expérience que énormément d'Africains font lorsqu'ils observent les discours qui les représentent et la réalité qu'ils vivent tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés et que nous n'avons pas de défis à relever. Nous avons des défis à relever et nous avons des difficultés. Mais ça veut tout simplement dire que les catégories conceptuelles sont issues d'une seule épistémée, sont issues d'une vision du monde spécifique et particulière, et qu'elles gagneraient, si on veut vraiment universaliser, à emprunter aux autres épistémologies, aux autres visions du monde, aux autres notions, aux autres rapports, aux autres manières de faire et de voir. Et là, on aurait vraiment quelque chose de vraiment universel. Et la question de la langue, elle est aussi importante. Je sais qu'il y a des débats toutes ces dernières années sur le fait de réhabiliter les langues nationales et d'en faire des espaces de culture, de savoir et de science. Il y a des expériences qui ont été menées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, où on a pris des enfants à l'école primaire et on a décidé de leur enseigner le savoir universel, on va dire, d'abord dans leur langue nationale. Et on a vu que les résultats étaient absolument largement au-dessus des autres écoles où les enfants devaient faire un détour avant d'accéder au savoir, et que même les résultats en langue étrangère étaient encore mieux. Les enfants qui apprenaient en Peul avaient de meilleurs résultats lorsqu'ils apprenaient le français que ceux qui démarraient l'école en français dans la langue française. On ne parle pas des mathématiques et de la biologie. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que les langues sont en guerre et qu'on doit rejeter des langues qui font partie maintenant de notre héritage. C'est un fait d'histoire, c'est aussi nos langues. Donc c'est des armes miraculeuses, donc on doit aussi les considérer comme notre héritage, mais nos langues sont porteuses d'univers, de symbolique, de monde. Et si on les perd, on perd des mondes, on perd des univers, on perd des formes de sensibilité et on perd des formes d'inscription dans le réel. Puisqu'une langue, en fait, c'est un filet qu'on jette sur le réel. Une langue va aller capter des éléments du réel qu'une autre langue ne prendra pas. Donc, je suis entièrement en phase avec ce que j'entends ici. Si vous êtes d'accord, je peux ouvrir le débat au public parce que normalement on a de très bonnes interventions et on peut aller casser un peu cette barrière qui parfois existe. Je ne sais pas si vous voulez revenir aussi sur quelque chose qui a été dit ici. Mas eu gostava de abrir já o debate ao público. Há microfone que eu peço, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário e participar. Já está aqui outro ali. Eu vou continuar em francês, mas as perguntas podem ser colocadas em português, que elas serão traduzidas pela nossa tradutora. Aqui uma, aqui, depois a seguir lá em cima. Bonjour, je m'appelle António Silva. J'ai lu votre interview dans un journal de dimanche et j'étais intéressé de savoir un peu plus parce que vous dites là des choses très intéressantes. Le Sénégal et la Namibie, pour moi, sont des paradis au milieu de l'Afrique. Une ancienne colonie française, une ancienne colonie allemande. Pourquoi ces deux
territoire se débrouillent assez bien. Ils ont un avantage. Ils n'ont pas des mines comme d'autres. Quand il y a du pétrole, il y a de la corruption, etc. Je voulais bien savoir quelle est votre idée, parce que vous dites là une chose qui n'a pas été encore très développée ici, c'est les ONG doivent obéir aux dirigeants du pays et pas obliger les gens du pays de faire ce qu'ils ont envie. Alors, il y a 2 ou 3 choses qui sont fondamentales. J'étais à Guinée dans les années 90 et à Angola, et j'ai vu qu'il y a le problème de l'énergie et les problèmes de l'alimentation, et plus le problème de la santé. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Je voulais bien savoir quelle est votre idée sur ces 3 paramètres. Merci. Alors, je vais commencer par les ONG, vis-à-vis desquelles je suis vraiment très critique, puisque je pense qu'on peut envisager ce qu'on appelle la solidarité autrement qu'à travers la manière dont elle s'exerce actuellement. Alors, on a eu rapidement, lors du temps colonial, l'idée de la mission civilisatrice, c'est-à-dire qu'il fallait civiliser des nations, des sociétés et des peuples et leur apporter des lumières. On arrive au temps des indépendances, donc les États recouvrent leur souveraineté nationale. Donc ça veut dire recouvrent la possibilité de décider par eux-mêmes quelles sont leurs priorités et dans quelle voie engager leur nation. Et on a des États qui sont faibles, qui ne remplissent pas toutes leurs missions, et des espaces qui sont là, des espaces social où les États sont défaillants. Et les organisations non gouvernementales arrivent. L'intention au départ, elle est louable de venir apporter une aide pour régler des questions fondamentales. Mais le problème de la plus grande majorité de ces ONG, il ne faut pas généraliser, toutes ne sont pas comme ça, mais une grande majorité, c'est ce que j'appelle le complexe du bon samaritain, c'est-à-dire de considérer qu'elles savent ce qui est bien pour les autres, et d'ailleurs même qu'elles le savent mieux que les autres, que d'ailleurs il n'est même pas nécessaire de discuter avec elles fondamentalement de ce qu'il faut. Une école, une case de santé, c'est des choses naturelles, c'est bien pour tout le monde. Et c'est là où elles se trompent. On ne peut pas savoir mieux que les gens quelles sont leurs priorités, quels sont leurs besoins et comment ils ont envie d'articuler les choses. Un rapide exemple. En Casamance, une ONG arrive, elle trouve que les femmes font 2 km pour aller chercher de l'eau au puits. Elle décide de mettre un puits au cœur du village pour que les femmes arrêtent de faire la longue marche. L'ONG met le puits et les femmes continuent à laisser le puits qui est au cœur du village et à aller chercher de l'eau à 2 km. Ce que ces gens-là, vous n'avez pas compris, c'est que ces femmes profitaient de ce trajet pour discuter de leurs problèmes, pour critiquer leur mari, pour s'échanger leurs recettes, et que c'était le seul espace de liberté et de discussion libre qu'elles avaient. Le temps du trajet, sortir du village, et c'était pour elles important de sortir de la quotidienneté et de l'espace de quotidienneté. Si ces ONG avaient pris le temps de travailler avec des anthropologues, des sociologues, de comprendre les dynamiques culturelles internes, elles auraient mieux orienté leur action. Et on a énormément d'exemples comme ça, où ces gens-là arrivent, écoute, du haut de leur vision de ce qui a marché chez eux, et de ce qui est fondamental, et de ce qui est universel, et qui n'interrogent pas l'universel, et arrivent avec des recettes qui comportent en elles leurs problèmes. Deuxième problème avec les ONG, rapidement, c'est qu'un État comme le Rwanda est intéressant, parce que c'est un État qui a fixé un cahier des charges, qui a dit « voici mes priorités ». Si vous voulez intervenir, voici les domaines dans lesquels vous allez intervenir, parce que c'est les priorités que j'ai dégagées. Et à chaque fin d'année, elle fait un bilan de ce que les ONG font. Et quand les ONG remplissent le cahier des charges, elles restent. Quand elles ne remplissent pas, elles quittent. Donc ça veut dire que l'État est l'acteur principal de la politique publique. Et quand tu veux venir l'aider, tu t'inscris dans les priorités qu'il a déterminées lui-même. Là, it makes sense. Deuxième problème, c'est que lorsque souvent on arrive avec de l'aide dans certains domaines, et que cette aide-là, elle n'est pas articulée avec la production de capacités de réponse endogènes, quand l'ONG part et que le programme finit, les gens se retrouvent dans une situation pire qu'avant. Puisque le fait que le programme empêche la construction de solutions endogènes durables. Pour trouver des solutions à des problèmes, on doit
on doit les construire par une stratégie d'essai-erreur. On se trompe, on articule et on trouve fondamentalement ce qui fonctionne. Donc ça, il faut un temps pour produire une solution. Il y a un temps d'apprentissage. Quand l'ONG arrive avec ses solutions toutes faites, on n'apprend pas à trouver ses propres solutions. Et on n'est pas le principal acteur de la résolution de ces difficultés. Et ça, c'est fondamental d'être acteur, de ne pas être dans une mentalité, donc d'assister, dans une mentalité d'incapacité. On n'a pas la capacité d'eux, et c'est l'ONG qui apporte la capacité. On est dans une autre forme, toujours de mission civilisatrice. Des gens qui seraient incapables, que l'on viendrait capaciter. Il y a même dans le lexique, même, renforcement de capacité. Ça c'est un lexique des ONG. Et alors, le problème, c'est que ça peut apporter des solutions bien ponctuelles, je le reconnais, des écoles, des centres de santé, mais ça installe une mentalité d'incapacité, d'assister qui n'est pas du tout, qui à long terme n'est pas bonne. Alors que, pour moi, la première révolution, c'est la révolution psychologique. C'est celle de considérer que l'on est en mesure d'apporter des solutions à ces difficultés et qu'on peut définir le sentier de ces solutions. Et dans ce processus-là, on est d'abord l'acteur principal et on peut se faire aider. Alors sur le Sénégal et la Namibie, je ne sais pas trop pour la Namibie, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles ou des mines. On a considéré qu'à un moment donné, les mines, les ressources étaient un facteur de production et on s'est rendu compte que dans certains espaces, là où il y avait énormément de ressources, il y avait de la convoitise, il y avait des conflits, il y avait de la prédation, il y a ce que tu décrivais tout à l'heure qui est ce qu'on appelle une économie d'enclave et d'extraction. Donc il y a le conflit, on le crée, on l'entretient, mais en même temps on l'entretient pour avoir une enclave et continuer à extraire un certain nombre de ressources. Et on a des groupes ou des milices privées qui assurent la sécurité juste pour extraire les ressources et le business as usual donc, continue. Et l'on considère que ce n'est plus forcément un avantage que d'être extrêmement doté en ressources si on ne règle pas la question de ne pas tomber dans ce qu'on appelle une économie d'enclave et d'extraction. Voilà. Uma segunda pergunta? Não sei se, je ne sais pas si vous voulez aussi commenter, vous voulez interrompre aussi. Olá, boa noite. Minha pergunta é para o, não me lembro o nome, mas para o pensador. Bom, estou muito feliz porque nós estamos no mesmo problema, experimentando o mesmo problema na América, não? Na América Latina, ou Abya Yala, na outra língua. Então, seria bom, antes de fazer a pergunta, não? Por a questão, por que entre a África e a América Latina não há uma ponte de experiências? Porque se você não tivesse essa pele, eu diria, estou escutando falar a um índio aimara. Os problemas são quase os mesmos. A pergunta é, como fazemos, na sua experiência, para nos livrar do pensamento moderno? Porque, ingenuamente, nós podemos dizer, não vamos ler mais Marx, não vamos ler mais autores neoliberais, vamos voltar somente para nossa cultura, para o que escreveram que estão cá. Na minha opinião, essa é uma opção ingênua. Como podemos superar a modernidade se não conhecemos o marco categorial da modernidade? E o núcleo, um dos núcleos fundantes, é o mito do progresso. O mito do progresso é tão fundamental para o discurso da modernidade, da história, da evolução, não? Tem uma hegemonia muito sutil nas ciências sociais. Mas como fazemos? Nós lá estamos tentando fazer, no caso da Bolívia, por um lado, voltar ao pensamento indígena e começar a pensar a realidade com conceitos e categorias dos povos indígenas. Por exemplo, o Vivir Bien, que é uma má tradução do camanha, que vem de cama,
seria uma coisa assim como viver em harmonia, mas não somente com o universo, senão com o passado, com o presente, com o futuro. Eu quero perguntar, como acha que podemos romper isso? Como acha que podemos quebrar com o pensamento moderno e voltar? Quer dizer, fazer não somente um pensamento alternativo, senão um pensamento factível, um pensamento que pode criar outra civilização. Obrigado. Moi aussi, je sens une très grande affinité avec ce qui se passe en Amérique latine. Je sens une très grande affinité avec ce qui se passe en Amérique latine, puisque les processus historiques sont un peu similaires. Il y a eu le fait colonial qui a exercé ce qu'on appelle une violence épistémique. Lorsque le colonialisme arrive, pour qu'il s'installe, il n'a pas juste besoin des marchands et des militaires, il a besoin aussi de convaincre les élites que le système de production de sens et de signification qui était le leur n'est pas un bon système, et que le meilleur système de production de sens et de signification est le système du colon lui-même. Alors, il exerce ce qu'un Indien du nom de Rajeev Bhargava appelle la violence épistémique. Il détruit tous les cadres de production de sens et de signification et il les remplace par les siens. Et les élites colonisées adhèrent au nouveau système. Et elles s'assimilent et elles considèrent qu'elles doivent justement moderniser, sortir de leur tradition et adopter ce système-là. La question de fond, c'est qu'on peut être moderne sans être occidental. Ce n'est pas la même chose. Et qu'il y a ce qu'on appelle des modernités alternatives. Les Indiens ont fait un travail pour produire leur propre modernité à elles-mêmes, produire justement des systèmes de signification et de sens qui sont en phase avec leur société, en articulant des éléments féconds de leur capital symbolique avec leurs défis actuels. Et même la modernité, d'un point de vue philosophique, on peut la critiquer. On peut critiquer l'apologie du nouveau. On peut critiquer le fait qu'elle ait décidé de ne plus se fonder sur les traditions des ancêtres et qu'elle ait décidé une rupture. Tout dans la tradition n'est pas à rejeter. La tradition est un capital symbolique. On peut la féconder, on peut l'extraire, on peut prendre ce qui est utile et le réintégrer dans une dynamique du futur. Et la tradition, c'est un même changeant. La tradition d'hier, d'aujourd'hui, c'est l'innovation d'hier. Donc une civilisation, elle s'inscrit dans la durée, elle a des héritages. On peut faire un travail sur ces héritages. Et là où l'Amérique latine elle est importante pour nous, l'Amérique latine, d'un point de vue intellectuel, a fait un travail important sur ce qu'on appelle la décolonialité. Des penseurs comme Walter Mignolo, comme Boaventura dos Santos ou comme Enrique Dussel ont fait un travail absolument fondamental pour décortiquer justement cette idéologie subtile derrière les concepts d'universalisme et de modernité qui a nié ce que les autres peuples ont apporté. Mais je pense qu'on ne retournera jamais vers le passé. Et c'est là où je me dis qu'en fait, la question, ce n'est pas de retourner vers le passé. La question, c'est de nous réinventer. Et la question fondamentale, c'est avec quoi on se réinvente? À partir de quel sol on envisage un autre élan? Et pour moi, la question de la réinvention, elle est fondamentale. Et pour moi, dans la réinvention, toutes les archives du monde sont à considérer. D'abord, mes propres archives, dans ma culture, dans mes traditions, ce qui est fondamental. J'ai bien suivi avec intérêt ce qui s'est passé en Bolivie, avec toute l'histoire de comment on ramène la terre comme un élément fondamental dont on inscrit les droits dans la Constitution, comment ces peuples, les Africains et les Indiens d'Amérique latine ont une écologie première, où l'homme a une place dans l'univers, où il respecte les autres éléments de l'univers, où il ne considère pas la nature comme une ressource. Déjà, on est passé de l'expression nature à l'expression ressource naturelle. On a fait de la nature une ressource, un objet. Donc on l'a instrumentalisé. Donc je pense qu'il y a des expériences extrêmement intéressantes à regarder de ce point de vue-là. Mais mon point de vue, c'est que la question de la réinvention, c'est la question de savoir comment j'articule entre ce que mon histoire m'a laissé comme héritage, ce que les temps dits modernes me laissent comme archives, ce que les autres endroits du monde, les peuples ont produit donc d'intéressant, et comment je m'inscris dans les archives du monde.
Et je pense qu'une inscription dans les archives du monde et une inscription féconde, non idéologique, libre, est une solution pour se réinventer. Mais je pense que l'Amérique latine est une source d'inspiration et je compte y effectuer un voyage pour aussi établir un pont. Oui. Peut-être avant de recueillir la prochaine question, je peux ajouter que, l'Amérique latine, ça sera, et précisément ces sujets seront les sujets de débat du mois de mai ici. On ira dédier deux week-ends à parler sur beaucoup de choses que je vois qui sont en train d'émerger ici aussi. Et c'est vraiment aussi ces rapports, c'est pas un retour arrière, c'est vraiment voir les valeurs d'aujourd'hui actuelles qui sont à l'œuvre et qui peuvent aussi offrir ces brèches dans une réalité trop figée. Donc c'est un débat qui va continuer ici, mais je redonne la parole au public. Il y a peut-être... Je vous d'abord... Como? É? Então, primeiro ali, depois, se calhar aqui embaixo, que eu vi primeiro aqui uma mão e depois lá em cima. A seguir há quatro perguntas aqui deste lado. Boa noite, obrigada pela oportunidade de poder fazer alguns comentários e colocar alguma questão. Chamo-me Eunice Fonseca, sou angolana e vim aqui a convite de uma amiga e fico muito feliz por participar aqui neste debate tão rico, cheio de ideias, e gostava de trazer também um bocado a minha experiência enquanto angolana relativamente às questões e ao tema que foi aqui apresentado. Eu não ouvi citar aspectos ligados à religião e ao Estado, que eu acho que são questões que caracterizam muito a cultura africana, em aspectos, no que dizem, em questões que estão relacionadas ao desenvolvimento. Nós falamos, a premissa deste encontro era a questão da África no plural. Nós sabemos que, pluralmente falando, somos um povo cheio de contradições no que diz respeito à língua, à cultura e aos costumes. Falamos da África do Norte, da África Central e da África do Sul. Quer dizer, a África em si já, ela num todo, é tão diferente nas partes que a compõem e em todos os países que fazem parte. E depois também tem esta questão da língua. Como é que nos podemos tornar plurais se temos o Norte que fala francês, o Norte e o Centro que fala francês, e depois há uma grande parte da África que fala português, e depois a África do Sul, que tem a história que teve recentemente do Apartheid. A África lusófona, como é que nós podemos enquadrar a África lusófona com a África do Norte, que tem uma cultura completamente diferente e muito mais radical daquilo que nós herdamos no que diz respeito às questões da herança colonial? E o que é que nos ficou com a herança colonial? Nós temos uma língua única que nos permitiu, de certa forma, tornarmos-nos num só, encontrar soluções conjuntas para a mudança. Não é? O debate público, a voz da sociedade civil, é uma língua única, que pode ser o francês, o inglês ou o português. Agora, a partir desta questão da língua, passo para a religião, porque todos nós sabemos que a África está a ser completamente semeada de igrejas que nascem todos os dias, igrejas ilegais, igrejas de tudo, e sem querer ofender, mas existem muitas igrejas ilegais que nascem constantemente e que não são tuteladas pelo Estado. E claramente leva-me a pensar que o Estado tem algum poder e algum papel sobre elas mesmo. Agora, onde é que eu quero chegar? O Estado é responsável por tudo. A minha formação é social, eu sempre trabalhei nas ONGs, portanto tenho que defender aqui um papel. O trabalho, nós não queremos, de certa forma, as políticas claramente são políticas que vêm do exterior, da ajuda exterior, porque o financiamento é exterior. Mas o Estado é que tem que definir políticas internas para o seu próprio país. Nós não podemos viver à espera e esticar sempre a mão à espera da ajuda externa, porque nós, enquanto povo, e enquanto não conseguirmos encontrar as soluções dentro de casa e arrumar a nossa própria louça, não vamos conseguir encontrar uma solução comum para todos. E se o próprio Estado não olha para os próprios africanos como deveria olhar, com direitos e justiça e educação para todos,
Como é que nós podemos chegar sequer... Eu não quero ser radical, mas acho que temos de ter consciência disso, porque isso existe. Isso são questões que existem. E não falta vontade. Claramente que dentro da nossa política, da nossa cultura... Só para reduzir um bocadinho. Sim, poderíamos ser mais fortes, mas temos que começar a trabalhar isto mesmo dentro de nós e a questão é como é que a religião e o Estado podem mudar isso. Pronto, obrigada. Nós vamos recolher agora mais 3 questões e depois o Felwine responderá a todas. Depois poderemos voltar, mas agora passava para aqui, de baixo, aqui deste lado. Sim. Penso que primeiro aqui uma mão desta senhora, não era que queria perguntar, depois se vai subindo. Exato, estou a ver. Boa tarde, sou Solange Pinto, sou de São Tomé e Príncipe. Eu não tenho bem uma questão, é mais uma constatação que me deixa triste, acho que deixa todos os africanos tristes. Há aqui uma dicotomia entre a África pessimista e a África otimista. E então eu pergunto-me, como é que nós podemos ser afro-otimistas quando somos confrontados todos os dias com imagens dos nossos irmãos a morrerem no Mediterrâneo, ou porque estão a fugir da guerra, ou porque estão a fugir da fome? Como é que nós podemos ser afro-otimistas quando ouvimos na notícia que os nossos irmãos estão a ser vendidos na Líbia por $200? Nós já passamos por uma época de escravatura, lutamos, muitos morreram, muito sangue foi derramado para que fôssemos livres. Hoje estamos no século XXI e somos confrontados com as notícias que os nossos irmãos estão a ser vendidos por $200. Como é que podemos ser afro-otimistas quando vemos crianças na Somália e no Sudão a morrerem ainda à fome? Claro que o que nós queremos é ser afro-otimistas, mas neste momento eu pessoalmente sinto-me afro-revoltada e afro-triste. Muito obrigada. Obrigada. Acho que ainda vamos ter tempo depois para uma outra ronda, se calhar recolhe essa e depois a seguir em cima. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Ulício e tenho uma pergunta para o Felwine. E fazendo ligação com a questão que o irmão da Bolívia levantou sobre o diálogo entre o continente africano e o continente americano, nomeadamente o continente americano na parte sul. No seu livro Pedagogia da Tolerância, o Paulo Freire fez uma crítica ao Amílcar Cabral, em que ele diz que talvez seja a única crítica que ele aponta ao Amílcar Cabral. E ele disse que critica o facto do Amílcar Cabral ter dito num contexto específico que a língua portuguesa foi a maior herança que os portugueses deixaram ao povo da Guiné-Bissau naquele contexto. Portanto, o Cabral critica isso, frisando só aqui que o Cabral era um pedagogo aliado do PAIGC, portanto, tinha um trabalho de relação e foi lá dar esse seu contributo também, nomeadamente na área da alfabetização. E ele aponta essa crítica e ele refere que ele critica isso porque pensa que naquele momento, quando o Cabral apanha a questão da língua e o tem como um mero instrumento, está exatamente a ignorar todas as outras características que a língua traz, mas ele também sublinha a necessidade de ver esse comentário de Cabral num contexto em que a língua pode ser um instrumento de ligação étnica. Portanto, na questão de superar a questão da modernidade, superar isso que é tido como novo que chega, ou como novo que agora a gente tem e a gente apropria que já é nosso. E tendo em conta que esse que agora é nosso foi outrora de outros, como é que a gente estabelece essa relação? Para mim, Cabral tinha essa questão muito
muito escura na sua cabeça. O Cabral tinha essa questão para ele, não havia muita contradição nisso. Para o Paulo Freire, que é um autor que me inspira bastante também, ele levanta essa questão. Portanto, ficou também a questão para mim, porque são dois autores que me inspiram bastante. Obrigada. Peço só para passar o microfone ali atrás. Boa tarde, meu nome é Jonas Valente, eu sou brasileiro e estou muito feliz de estar aqui aprendendo bastante, até porque a África faz parte do DNA do nosso país. Eu queria perguntar para o Felwine como é que ele vê o papel da tecnologia hoje, porque a gente está discutindo desigualdades e quando a gente se entende enquanto sul global, essas desigualdades são grandes e a gente vê no processo tecnológico, com as novas tecnologias, com a internet, são esferas que potencializam essas desigualdades porque são cada vez mais controladas por poucos países e por poucos conglomerados. Então, como é que você percebe isso, não só na África, na América Latina ou na própria Ásia, mas especificamente nesse olhar de uma utopia africana, qual que é o papel da tecnologia e como que essa ressignificação que você propôs dos conceitos, das práticas, pode também atingir a esfera da tecnologia? Obrigada. Bon, je crois qu'on peut maintenant faire une réponse. Je sais qu'il y a au moins 3 autres questions, mais on peut les garder pour après. Et les questions ont été dirigées à toi, mais je crois que si vous avez envie après aussi de réfléchir et de partager aussi. J'aimerais juste répondre, essayer de réagir. Oui. Et après, je voulais juste réagir par rapport à ma sœur angolaise sur la question de la religion et les politiques. Je parlerai du cas de mon pays. Je trouve que la religion telle qu'elle est présentée actuellement en Afrique, ça sert vraiment pour abrutir la population, à les distraire un peu, à ne pas plus se pencher sur les réalités politiques. Donc voilà, on cherche le mal ailleurs. Voilà. Vous les pasteurs, votre rôle c'est voilà, vous allez juste nous aider à détourner un peu l'attention de la population. Je suis pauvre, je suis au chômage, je dois chercher un petit sorcier qui bloque les finances dans ma famille. Donc, alors qu'on le sait très bien pour les personnes qui sont religieuses aussi, donc plutôt je pratique la religion. Mais je suis quand même devenue de plus en plus très sélective par rapport aux religions. Donc voilà, je pense que les politiques se servent vraiment de la religion pour abrutir la population, pour détourner un peu et de ne pas être très critique vis-à-vis de ce qu'ils font. On connaît tous les slogans, toute autorité vient de Dieu. Donc même si le président il est en train de... où le gouvernement ou tous les politiciens ils sont en train de bouffer de l'argent, écoutez, que vous le vouliez ou pas, même si vous ne l'avez pas voté, même si vous ne l'avez pas accepté, c'est Dieu qui l'a établi, parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Donc je pense que la religion actuellement, elle essaie vraiment au profit de politiciens, et ce qui fait qu'il y a beaucoup des églises qui naissent comme des champignons partout, sans réglementation, comme dans mon quartier par exemple. Il y a des églises et des bars, il n'y a pas seulement des églises, hein, donc il y a aussi même des bars où les sociétés brassicoles sont soutenues par le gouvernement pour saouler et bien pourrir le cerveau de la population, comme ça l'attention est un peu détournée, où on vend même la bière à moins cher comme pas possible, tout ça pour abrutir et pourrir le cerveau. Et donc je crois que je confirme, moi, ça n'engage que moi, je crois que la religion actuellement, ça sert au profit de politiciens. Donc voilà. Merci. Peut-être Felwine. J'aimerais aussi donc rebondir sur la religion et la politique et peut-être distinguer religion et spiritualité. Distinguer faits religieux, voilà, religion codifiée et la pratique spirituelle elle-même, quoi. Et faire le même constat que Dada, c'est que dans les espaces où les individus sont vulnérables, où ils ont plusieurs types de vulnérabilités, des vulnérabilités économiques, politiques et sociales, on voit sur le continent une prolifération d'églises ou de sectes de toutes sortes et de tout type de religion.
je veux dire islam, chrétienté, et avec une tentative de profiter de cette vulnérabilité-là. Et ça, c'est un fait que l'on peut documenter, qui existe. Et tout processus qui n'émancipe pas l'individu, qui l'enferme, qui l'enserre, fût-il appelé religion, est un processus qu'il faut critiquer et avec lequel il faut vraiment avoir un rapport, je dirais, absolument radical. Pour moi, la dignité humaine et la promotion de l'humanité, elle n'est pas à négocier. Et il faut voir ce qui se cache derrière ce qui est dit. Alors, je distingue la religion de la pratique spirituelle. Je veux dire, en principe, les religions ont une dimension spirituelle, mais elles ont deux visages. Je veux dire, il y a des visages qui sont des visages qui servissent les individus et les âmes au profit de rationalité claire. Et puis, il y a des visages d'une spiritualité qui peuvent libérer les individus. Peut-être que je prolongerai cette réflexion en disant que dans des espaces où il y a eu un trauma, guerre, violence, souvent le fait religieux fonctionne comme une instance de la cure psychanalytique. C'est-à-dire que les individus y vont pour se soigner, pour se guérir, pour reconstruire des infrastructures psychiques, pour retrouver de l'espoir, pour retrouver donc une force intérieure, pour faire face au réel. Et ça, ce sont aussi des faits que l'on constate. Dans les espaces où il y a eu des traumas, dans les réponses que les individus apportent, il y a aussi un retour vers le religieux, mais le religieux comme instance de la cure. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse que l'on peut articuler. Sur la diversité, je suis d'accord avec vous, le continent est très divers et il est très multiple. Et du nord au sud, il y a des cultures, des historicités, des géographies. Mais cette diversité ne l'empêche pas d'être dans ce que j'appelle un même régime d'historicité. C'est-à-dire que le continent est soumis au même défi. Ces 5 derniers siècles, il a été sous domination. Et son principal projet est de s'émanciper de ces dominations-là et de retrouver sa lumière propre et sa puissance propre. Donc, l'unité ne veut pas dire homogénéité. On peut avoir une unité de projet, on peut avoir des combats que l'on mène ensemble. On peut avoir un projet d'émanciper le continent, d'en faire sa puissance propre, de faire en sorte qu'il retrouve son autonomie, tout en acceptant qu'il y ait de la pluralité, que l'on soit dans ce que Edgar Morin appelle de l'unitas multiplex, du multiple dans de l'un dans du multiple. Et le projet unitaire n'est pas un projet d'homogénéité et d'indifférenciation. Je veux dire, on ne peut pas indifférencier. Et je pense qu'aussi, il y a des espaces de convergence socioculturelle. Il y a l'Ouest africain qui est un espace de convergence. Quand je vais au Mali, au Burkina, je me sens chez moi, puisqu'il y a eu des empires qui ont été là durant de longs siècles, l'empire du Ghana et du Mali, et que les peuples ont circulé, les peuples ont échangé, se sont brassés. Donc on peut trouver aussi des sous-régions culturelles où il y a de la circulation. Quand je lis des romans de Mia Couto, je me sens aussi chez moi. Il y a un certain nombre d'éléments que je retrouve qui sont des éléments de ma culture. Donc je n'opposerai pas les deux. Je n'opposerai pas la diversité et le projet, donc d'avoir des projets d'émancipation qui sont des projets unitaires. Alors, pour la dame qui vient de Sao Tomé et Principe, je comprends très bien ce que vous dites. C'est-à-dire que lorsque l'on observe une certaine actualité, les drames de l'émigration clandestine, les drames dans l'espace saharo-libyen, on peut être amené à ne pas être optimiste. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si on observe le continent sur le long terme, et qu'on observe toutes les dynamiques sur le long terme, vous voyez le nombre de guerres, le nombre de régimes qui viennent au pouvoir par la force sur ces 50 dernières années, vous constatez qu'il y a un grand progrès. Les crises veulent dire que le continent est en travail. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on lit la crise? Effectivement, l'immigration clandestine, c'est une crise. Et oui, effectivement, ces jeunes-là, s'ils estiment que la seule option qui leur reste, c'est d'aller investir leur énergie vitale, leur force, leur volonté dans une aventure risquée et hypothétique, ça veut dire qu'ils ont le sentiment que dans leurs espaces, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là où nos discours sur le continent sont importants. Si nous avons une vision absolument dépréciée du continent et que nous convaincons notre jeunesse qu'elle ne pourrait rien faire sur place, elle ira justement se jeter dans le désert du Sahara, à Ceuta et à Melilla. Mais nous sommes aussi responsables des discours que nous produisons sur nous-mêmes. C'est-à-dire que la réalité, elle a beau être difficile, si nous en avons une lecture ou une peinture absolument extrêmement pessimiste, ne soyons pas étonnés que notre jeunesse ne croit plus dans les potentialités du continent. Donc je pense que la crise, elle peut être lue telle qu'elle est, mais elle peut être lue aussi comme le symptôme d'un continent qui est en travail et qui est en train d'accoucher de quelque chose. Il ne faut pas juste la lire comme un élément de désespoir, il faut la lire comme un élément de transformation. Effectivement, ce qui se passe en Libye est absolument innommable et absolument
désastreux. Mais je pense qu'il faut réinscrire ces crises-là dans un temps long et dans un contexte global et les lire comme les symptômes d'un travail. Et qu'est-ce que le continent va accoucher? Ça, je ne le sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'enrichir les dynamiques que l'on pense être les bonnes dynamiques. Mais nous sommes en travail. Et dans le travail, il y a des crises. Mais les crises ne veulent pas dire que nous ne sommes pas en train de produire quelque chose de neuf et d'inédit. Et le temps long donne une appréciation relative. Et ça aussi, c'est le dictat de la presse et de l'image et de l'audiovisuel. C'est-à-dire que vous allez être sous le joug et bombardé d'images de crises, de problèmes, alors que dans plein d'espaces, il se passe des choses fondamentales, importantes et solides que l'on ne voit pas, puisqu'elles s'inscrivent dans le cours normal des choses. Donc je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, et je dirais même, il y a même un optimisme que j'appellerais un optimisme de nécessité. Si j'ai des défis à relever, j'ai besoin de mobiliser mes énergies. Si je perds confiance dans mes capacités, j'aurai du mal à relever mes défis. Donc je pense que même pour cette raison-là, nous devons être optimistes. Alors, sur la question de la langue, je n'ai pas bien saisi. En fait, est-ce que l'idée c'est de reprocher à Amical Cabral d'avoir dit que la langue portugaise était un héritage important? Est-ce que c'est ça l'idée? Alors, si c'est ça l'idée, il y a eu ces débats-là dans l'espace francophone. Il y a un auteur algérien du nom de Kateb Yassine. Lorsqu'on critiquait le français, il disait « Le français, c'est un butin de guerre. Vous allez à la guerre, vous la gagnez ou vous la perdez, mais l'ennemi a des armes qui sont intéressantes, ben vous les emmenez avec vous, quoi. » Et il estimait que le français, c'était une arme qu'on devait emmener, quoi. Que c'est un butin de guerre. Et que même si voilà, la guerre, on l'a perdue, si l'ennemi a une arme qui est belle, ben je l'emmène. Et justement, et Césaire dit, ben, toutes les armes-là, on les transforme en des armes miraculeuses. Une langue qui a un potentiel important, même si elle nous a été imposée par le fait colonial, ben on se réapproprie et on en fait un usage à notre propre bénéfice. Ben aujourd'hui, on parle de cette langue-là, quoi. On partage à travers cette langue-là. Je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir avec les langues antérieurement coloniales. Moi, je suis né en 1972, je n'ai pas été colonisé, je n'ai pas vécu le temps colonial. On m'a transmis la mémoire du fait colonial. Donc mon rapport à cette langue est un rapport apaisé. Les personnes qui me l'ont transmise, ce sont des personnes qui m'aiment. Et cette langue ne m'a pas été transmise dans la violence. C'est mon rapport individuel avec cette langue. Bien que je connaisse son histoire, c'est une langue parmi les autres. C'est une langue dont je vois qu'il y a 200 millions de locuteurs. Les 60 millions sont des Français, le reste, ce sont des Africains. Donc c'est devenu notre langue. Et dans quelques années, il y aura 700 millions de francophones. C'est grâce à nous, les Africains. Donc c'est à nous de redevenir le centre. C'est à nous de considérer que c'est devenu notre affaire. Que c'est comme ça l'histoire des langues. L'histoire des langues, il y a le fait démographique qui fait qu'une langue naît quelque part et d'autres peuples se l'approprient et en font leur langue. Donc nous devons la prendre et la mettre dans notre besace comme un butin de guerre. Maintenant, c'est à nous. C'est fini cette histoire-là. C'est plus leur langue, c'est à nous et on en fait ce qu'on veut. Et il n'y a pas de complexe à avoir. Et je pense qu'il faut envisager la chose comme ça. Et la rencontre, même si elle est violente, la rencontre coloniale a été violente, mais toutes les rencontres font progresser l'esprit humain. C'est ça le problème. Une rencontre, elle est violente, mais après la rencontre, il y a une accélération, il y a une croissance de la maturité de l'esprit humain. Quand moi j'arrive dans le temps après la rencontre, je garde la mémoire de la violence de la rencontre, je ne l'oublie pas, mais je peux aussi profiter de l'accélération de la maturité de l'esprit humain que la rencontre a créé. Donc je prends aussi les bénéfices de la rencontre. Et dans les combats que j'ai à mener, ben, je prends toutes les armes. Et celles-là aussi, donc, je les prends. Donc je pense que là aussi, on doit avoir un rapport absolument décomplexé avec ces langues-là et considérer qu'elles sont devenues nôtres. Que c'est des éléments de plus. Et plus on parle de langue, plus on est de monde, plus on est pluriel. Et c'est tant mieux. Donc je parle et le sérère et le wolof, mais je parle aussi l'anglais et le français et un peu d'arabe. Et je vois bien ce que ça apporte dans mon regard sur le monde. Ça m'amène un regard en relief sur la condition humaine. Et c'est un regard beaucoup plus riche que si j'étais l'homme d'une seule langue, d'un seul livre et d'une seule forme de sensibilité. Donc je pense que nous avons donc l'opportunité d'en faire une richesse et ce n'est pas juste une idée théorique. Alors, sur le rôle d'éthique, l'éthique permet de faire des sauts et de franchir des étapes. Actuellement, sur le continent africain, il y a 60% des Africains qui ont un téléphone portable. Au Kenya, il y a ce qu'on appelle
les innovations inversées. Ils ont mis en place des systèmes où sur le téléphone, un agriculteur peut savoir peut dire quel est son niveau de production, quel est le niveau de production qui existe sur le marché. Il y a tout un tas d'innovations qui existent. On transfère de l'argent, on a accès à des soins de santé, on a accès à de l'éducation, et ça permet de skipper des étapes. Donc je pense qu'au lieu de le considérer comme peut-être un problème, il faut le considérer comme une opportunité. Tout ne sera pas réglé par l'éthique. Il faut bien sûr des infrastructures de base. Si vous n'avez pas d'électricité, ben vous ne pouvez pas charger votre téléphone. Donc il faut bien que vous ayez de l'électricité. Mais on voit que dans beaucoup d'espaces du continent, il y a énormément d'usages liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui aident à résoudre des problèmes précis, concrets, dans des endroits où les infrastructures elles font défaut. Et le continent est en train lui-même d'exporter des innovations. Il est en train de produire des innovations à travers l'éthique et il est en train de les exporter dans d'autres espaces. Et je trouve que c'est une formidable opportunité. Merci. Bon. On a 5 minutes pour finir, mais on a aussi 3 personnes qui se sont inscrites. Si je peux demander peut-être, oui, de la capacité de synthèse aussi pour... eu vou dar a palavra às 3, nós temos 5 minutos para terminar, mas vou dar a palavra às 3 pessoas que se inscreveram. Eu só pedia para serem mesmo muito sintéticas, só vão mesmo poder recolher as perguntas das 3 pessoas que já se tinham inscrito, que são 2 aqui, uma ali, aquele senhor que está ali, e depois ali em cima, exato. Já não vai ser possível, peço desculpa. Peço mesmo para serem assim o mais breve possíveis, mesmo. O meu nome é Yolanda Évora e eu queria perguntar ao Felwine que o Felwine se refere muito que considera que os artistas em África estão muito mais adiante nessa dinâmica de renovação do discurso sobre a África, né? E também na batalha pela representação de África. Eu queria saber se refere, em termos da criação, da produção desses... Se considera que é porque tem uma produção mais descomplexada, não é? Se formos comparar... E um distanciamento também em relação aos jogos políticos, né? Que me parece que os intelectuais e os académicos estão mais dependentes disso. E se considera que... se isso é um processo que continua a haver agora ou se acha que os académicos estão a conseguir aproximar-se dos artistas, né? E uma outra questão bem rápida é assim, que o Felwine é muito atento também às dinâmicas e de produção, né, na Ásia também, além da América Latina. Eu queria saber se vê nessa produção na Ásia também algo que tem a ver com ruptura epistemológica ou se é alguma outra coisa. Obrigada. Agora ali para cima, ali, exato. E depois do outro lado. Bon, je vais essayer de parler un peu en français, donc ça va vous aider un peu. Tout d'abord, je remercie beaucoup M. Sarr pour être là, je suis admiratif. Et ma question concerne en fait l'histoire et la mémoire. Donc, que fait-on de l'histoire et que fait-on de la mémoire dans ce projet de réinvention de l'Afrique? Récemment, on a en ce moment-là les élections présidentielles en France et on a un certain monsieur Macron qui a parlé du colonialisme comme un crime contre l'humanité. Bon, on était étonnés quand même. Mais aussi, si je peux faire un parallèle, parce que récemment, le président portugais était au Cap-Vert et aussi dans l'île du Gorée. Et bien que c'était le premier président à visiter l'endroit, il a dit quelque chose comme quoi le Portugal a déjà demandé des excuses par rapport à l'esclavage, etc. Et ma question, en fait, concerne l'Afrique. Qu'est-ce que nous, les Africains, on fait de notre mémoire et de notre histoire? Et je ne parle pas seulement de la mémoire et de l'histoire précoloniale, mais aussi la mémoire et l'histoire coloniale. Puisque ce que je vois, surtout en pensant au Cap-Vert, c'est qu'on ne parle pas de l'esclavage.
On ne parle pas du colonialisme, c'est toujours aux autres. On apprend notre histoire ici, sur les visages des autres. Et quand ils vont chez nous, ben, on n'a pas ce courage-là de leur affronter, donc de leur faire face à ce qui a été fait. C'est comme si on est un peu gêné de confronter, de mettre le maître contre voilà, son propre miroir. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de la mémoire et comment la mémoire et l'histoire peut aider l'Africain dans cette réinvention. J'ai une autre question. J'ai profité, excusez-moi, c'est juste parce que le monsieur, donc il ne sera pas là, je pense. Ça concerne, c'est plus politique et ça concerne les nations africaines, l'Union africaine là, en question. En ce moment, on a le président donc du Rwanda, donc Kagame, qui est en train de faire la réforme de l'Union africaine. Et ma question, en fait, c'est comment l'Union africaine, qui a été si silencieuse pendant tous les drames du Méditerranée, etc., pendant tout ce qui concerne le terrorisme, etc., comment est-ce que l'Union africaine, aujourd'hui, peut être cette institution qui donne le courage aux Africains, et comment est-ce qu'on peut aussi avoir un peu d'idéologie, parce que je considère que les questions que Jean Ping parlait de renaissance africaine, et aussi les questions du panafricanisme qui est assez vétuste, mais aussi un concept un peu plus afro-américain, l'afrocentrisme. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces questions, ces idéologies-là, ces concepts-là, pour aider dans cette rénovation de l'homme africain? Et une autre question, ça concerne la diaspora africaine. C'est juste la diaspora. Comment est-ce qu'on peut lier la diaspora africaine à l'Afrique, sachant que l'Africain, là où il va, il porte l'Afrique avec lui. Donc, comment est-ce qu'on peut lier tout ça? Merci. Voilà, merci beaucoup. Et là, la dernière. Em cima. Não, eu só posso mesmo 3, não posso abrir mais. Peço desculpa. Boa noite. Portanto, isto não é uma crítica. Não quero fazer uma crítica, que é só uma observação acerca de uma coisa que disse. Portanto, estava a falar há bocado de cultura e utilizou para falar de cultura conceitos como contabilizar, capital, valor. Portanto, utilizou conceitos económicos para falar de cultura. Não sei se isto lhe merece algum comentário. Portanto, só isto. Bom, muito rápido. Muito rápido. Sendo rápidos, não vou poder agradecer. É mesmo rápido. Exato. Olha, a minha pergunta é até que ponto podemos chamar a responsabilidade da própria União Europeia ou a Europa no contributo para o desenvolvimento da África? Ou seja, o que tem acontecido muitas das vezes é que a Europa tem o know-how e a África não. Mas criticamos ou talvez chamamos a atenção à necessidade da África desenvolver. Mas como é que é possível desenvolver sem conhecimento? E a Europa não quer partilhar este conhecimento. Obrigada. Obrigada. Vamos ter de fechar. Bom, Felvin, pour terminer. Peço desculpa pelas perguntas que ficam, mas é um debate que realmente se podia estender bastante. Yolanda, oui, effectivement, je pense que les artistes sont à l'avant-garde pour une raison simple. Si on regarde peut-être le continent africain, peut-être j'en profiterai pour répondre à la question de la culture, c'est que s'il y a un espace où sa puissance de dissémination et d'irradiation est restée pleine et intacte, c'est bien l'espace des arts et de la culture. Les cultures africaines ont influencé toutes les cultures du monde, et puis vous allez en Amérique latine, il y a la musique d'origine africaine qui s'est recomposée, resynthétisée, recréolisée, et ça a été une forme de ce que j'appelle une soft power, une influence douce. Ce n'est pas une influence violente, ce n'est pas venu avec une tentation hégémonique. Si vous écoutez les musiques, c'est intéressant comme l'archive musicale, elle est intéressante, parce que c'est un espace où se rencontrent les cultures sans tentation de se dominer. Et que le seul critère est la beauté et l'harmonie et la richesse de l'expression sensible. Et si on regarde toutes les archives musicales, et d'autres archives aussi, on se rend compte que les Africains ont énormément apporté au monde, y compris ceux qui étaient dans les cales des négriers. Et lorsqu'ils ont débarqué dans des territoires, ils ont emmené avec leur rythmique, le temps, le contre-temps, leur musique. Et des siècles plus tard, cette archive est restée. Ce que je trouve intéressant chez les artistes contemporains africains, c'est que ça fait des années qu'ils explorent le renouvellement des formes nouvelles pour dire le réel qu'ils sont en train de vivre.
Et ils sont dans des processus de synthèse. Ils sont dans des processus de synthèse qui empruntent à des éléments divers et dans ce que j'appellerais une synthèse décomplexée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ils n'ont aucun problème à emprunter des éléments issus d'ailleurs, dès l'instant que ces éléments servent leur propos. Et si vous observez leur production, vous vous rendez compte que ces productions, elles reflètent les dynamiques du continent. Le continent est un continent qui est aussi un espace de synthèse. Le continent est un continent qui invente des formes. Ben, vous regardez juste un individu, comment il est habillé dans la rue, il aura un jean, il aura une chemise africaine. Si c'est une femme, elle peut avoir un voile dessus, elle aura des baskets. Vous avez là, rien que dans le port, une synthèse de différents éléments de culture, de différents univers de référence, de différentes temporalités. Rien que la mode, si vous l'observez, elle dit ces synthèses-là. Elle dit la production de quelque chose d'autre avec des éléments que l'on a dans le temps synchronique et dans le temps diachronique. Et si vous observez les artistes africains, ils ont déjà eu ce discours. Ils sont largement en avance par rapport aux intellectuels qui ont mis du temps à décoloniser les épistémés, à aller chercher des éléments de langage, de pensée, de concepts en dehors de l'académie. Et je dirais même que le continent africain, il ne se dit pas dans ses universités. Il se dit dans ses rues, il se dit dans la manière d'habiter le temps, il se dit dans des espaces en dehors des espaces académiques. Et le problème que nous avons, c'est de ne pas réussir à le lire en dehors de l'académie et des concepts académiques, de ne pas réussir à lire nos rues, de ne pas réussir à lire nos villes, de ne pas réussir à lire la production de nos artistes. Et si nous les lisons, nous verrons le discours que le continent projette sur lui-même. Et là, je trouve qu'il y a un travail que peut-être les intellos doivent faire pour se rapprocher des artistes et se rapprocher des archives artistiques et les considérer comme des archives qui sont des archives importantes et valables. Et donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, l'Asie, ce qui m'intéresse dans l'Asie, surtout dans un pays comme le Japon, c'est que voici un pays qui, à l'ère du Meiji, a opéré sa transformation. Il s'est dit, OK, je vais aller chercher la technologie dite occidentale, je vais l'intégrer dans mon organisation sociétale, parce que j'ai perdu des guerres, il faut que c'est comme disait Cheikh Hamidou Kane, il faut que j'aille apprendre l'art de vaincre sans avoir raison, ou l'art de lier le bois au bois. Donc elle a intégré la technologie, mais elle n'a pas perdu son identité profonde japonaise. Et c'est ça que je trouve intéressant dans des villes comme Kyoto, où on voit que le Japon ancien est là. Vous allez à Tokyo, le Japon ultra moderne est là, et il n'empêche pas que le Japon ancien est là. Vous avez les temples, vous avez le bouddhisme zen, vous avez le no, vous avez le théâtre japonais, vous avez une culture traditionnelle ancienne qui produit sens et signification et qui est là et qui a su articuler avec les éléments d'une modernité. Vous lisez la littérature japonaise, vous voyez que ces auteurs arrivent à articuler les deux mondes. Et ça, je trouve ça intéressant comme synthèse réussie. Et je pense qu'il y a aussi des exemples à aller chercher là. Alors, les questions que tu m'as posées, elles sont multiples, diverses et difficiles. Je vais essayer d'être synthétique. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste être sur l'histoire, sur la question de l'histoire et de la mémoire. L'histoire, elle se déroule. Okay? La mémoire va chercher des éléments de l'histoire pour articuler un discours. La mémoire, ce n'est pas l'histoire. C'est pour ça que la mémoire est un enjeu fondamental. La mémoire est un lieu de dispute, mais un lieu de dispute qui fait sens. Et c'est important que nous ayons ces lieux de dispute-là. Il y a eu le fait colonial, la mémoire que j'en ai, elle est celle-ci, et Emmanuel Macron ou un autre candidat français va dire qu'ils sont venus partager leur culture, François Fillon. Alors, il n'en a pas la même lecture. C'est un lieu de dispute et il en donne un autre sens. Pour moi, la rencontre a été absolument désastreuse. Je reprends les termes de Aimé Césaire. Elle a été absolument désastreuse. Et pour lui, c'est un espace où ils sont venus nous transmettre tranquillement leur culture. C'est pour ça qu'il faut que nous menions cette dispute-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on nous violente deux fois. Qui est d'abord la violence du fait colonial et qui est la violence de la non-reconnaissance du fait que c'était un fait extrêmement violent. Même si, avec le temps, la violence physique a disparu, mais les stigmates sont là, elles sont dans le psychisme, elles sont dans le mécanisme, elles sont dans les processus d'aliénation. Nous nous relevons tranquillement. Je pense qu'il faut que nous acceptions qu'il y a un temps de la résilience et qu'on ne se lève pas d'une violence coloniale du jour au lendemain. Mais le travail que nous articulons sur le fait
reconnaître ce fait comme un fait violent et destructeur, pour moi, c'est un fait absolument important et nous ne devons pas céder. Parce qu'il y a encore des tentatives de négationnisme et de révisionnisme dans les discours. Et là, je pense que c'est nos intellectuels, nos artistes, tous les gens qui sont porteurs de discours, sans tomber dans une forme de mémoire victimaire, de souffrance, de passéiste, reconnaître la mémoire, c'est la guérir et c'est faire un pas en avant. Et si nous voulons avoir un monde en partage, il faut que nous reconnaissions tous la mémoire que nous avons en partage, que l'histoire que nous avons en partage n'a pas été toujours glorieuse, mais qu'on peut à partir de là construire un nouveau monde, mais à condition que les uns et les autres se respectent. Et ce respect-là, nous ne devons pas le souhaiter, nous devons l'exiger. Le respect ne se demande pas, il s'exige. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des réponses claires, précises à apporter là-dessus. Et donc rapidement, sur l'Union africaine, je pense que c'est une institution qui est problématique et qui doit opérer sa mue. Et c'est bien que Paul Kagame essaie de s'en occuper d'un point de vue organisationnel, mais ce n'est pas une institution qui est leader au plan des idées. Mais nous avons besoin de créer des fictions fondatrices. Nous avons besoin de produire des utopies mobilisatrices. Le panafricanisme, la Renaissance, que sais-je, peu importe les termes, mais il est important que nous ayons des horizons de sens et que nous produisions des horizons de sens et que ce soient des projets qui nous émancipent. Et je pense qu'il est souhaitable que cet espace-là soit un espace de cette nature-là, mais je pense qu'il y a d'autres lieux qui peuvent être aussi des lieux de production d'utopie mobilisatrice. Et ça, c'est absolument fondamental pour la marche des sociétés humaines. Alors, comment responsabiliser l'UE? Je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'Europe a le savoir-faire et qu'elle ne veut pas le transmettre. Déjà, peut-être l'un des biais dans lesquels nous devons sortir, c'est de considérer que le savoir technologique est un savoir européen. C'est un savoir humain. À un moment donné, il y a eu une révolution technologique en Europe. Comme dans l'Antiquité, il y a eu des révolutions technologiques dans l'Égypte antique. Il y a eu des révolutions en Chine. Et puis le savoir humain a migré dans différents espaces. Et quand les conditions étaient réunies, absence de guerre, économie florissante, plusieurs chercheurs dans un espace, il y a une révolution qui est née. Et on peut lire les conditions historiques d'une révolution scientifique. Mais le savoir humain est une coproduction, est une co-construction de tous les êtres humains. Aujourd'hui, vous allez dans les laboratoires les plus sophistiqués dans le monde, aux États-Unis, vous avez des chercheurs asiatiques, africains, amérindiens, européens, et c'est une co-construction de tout le monde. Donc ce n'est pas parce que l'Europe a une avance technologique et qu'elle a été l'un des foyers qu'elle est propriétaire de ce savoir-là. C'est un savoir humain, et puis à ce titre, nous devons nous l'approprier, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas aussi... Et ne plus être dans un rapport d'extériorité. Ce n'est pas le savoir des autres que je vais chercher, c'est le patrimoine de l'humanité dans lequel je vais aller puiser pour mieux organiser mes espaces de vie et mes espaces de société. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup, Ferlin, Hauk, Monica, Dada et Rock. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose très vite, mais je termine. Je garde beaucoup cette idée de l'optimisme de nécessité en tant que mobilização de energia. C'est une image très forte. Passar para português, obrigado por terem ficado até agora e por todo este debate que foi muito rico também com as vossas questões. Convido-vos a vir assistir a partir da manhã, entre amanhã e sábado, à peça Diálogo Direto Kinshasa Lisboa, na qual, enfim, há outra forma de exprimir algumas das questões que foram tratadas aqui, e depois os debates vão retomar em maio com algumas destas questões, mas na perspectiva do território da América Latina e todas estas questões indígenas que há pouco foram mencionadas, vão voltar no dia 5 de maio, o programa já está online, portanto podem ver. E pronto, agradeço a vossa presença e tenham uma boa noite. Obrigada.